Ce récit est entièrement fictif et a pour seul but de divertir et d'éduquer. Je m'appelle Grace Walker et j'ai 30 ans. Pour la plupart des gens, la pire chose que leurs parents leur aient jamais dite a été prononcée sous le coup de la colère et oubliée le lendemain. Les miens l'ont écrite. J'avais 10 ans quand j'ai appris qu'être né dans une famille ne signifiait pas que vous y étiez désiré. Mon frère jumeau pouvait résoudre des problèmes de mathématiques avant même que je puisse finir de lire la question. Il ramenait à la maison des trophées, des notes parfaites aux examens, des sourires fiers et des appels téléphoniques d'enseignants qui disaient qu'il était doué. Je ramenais des inhalateurs, des factures d'hôpital, des notes rouges aux tests d'orthographe et des mots d'enseignants disant que j'avais besoin d'aide supplémentaire. Mes parents biologiques n'ont jamais appelé cela de la dyslexie. Ils n'ont jamais appelé cela une condition médicale. Ils ont appelé cela de la paresse. Ils ont appelé cela de la faiblesse. Ils ont appelé cela embarrassant. Et après une nuit, quand mes poumons m'ont de nouveau lâché et que mon bulletin scolaire les a fait paraître mauvais devant des gens qu'ils voulaient impressionner, ils ont cessé de prétendre que j'étais leur fille et ont commencé à me traiter comme un problème qu'ils pouvaient déposer ailleurs. Je me souviens encore de la pluie sur le pare-brise, de la valise à côté de mes genoux, et de la façon dont aucun d'eux n'a regardé en arrière après m'avoir laissé à une porte d'entrée avec mes médicaments, mes dossiers scolaires et une note pliée. La note disait « Prenez en soin ». 20 ans se sont écoulés avant qu'ils ne reviennent me chercher. Mais à ce moment-là, la fille malade, lente et non désirée qu'ils avaient abandonnée s'était construit une vie qu'ils n'étaient pas préparés à voir. Avant que je vous raconte ce qui s'est passé quand ils sont revenus dans ma vie, dites-moi d'où vous regardez et quel temps il fait là-bas. Je veux savoir jusqu'où cette histoire peut voyager. Pendant les premières semaines après cette nuit, je ne me sentais pas sauvé. Je me sentais déplacé, comme une boîte que quelqu'un avait déposée à la mauvaise adresse et oublié de récupérer. Tante Marlène ne m'a pas poussé à l'appeler maman, et oncle Peter ne m'a pas demandé de sourire pour qui que ce soit. Ils m'ont laissé dormir avec la lumière du couloir allumée. Ils m'ont laissé garder ma valise sous le lit parce que j'étais convaincu que n'importe quel jour mes parents biologiques reviendraient, diraient qu'il y avait eu une erreur, et me ramèneraient à la maison. Ils ne l'ont jamais fait. La seule chose qui est venue d'eux fut une enveloppe avec mes cartes médicales, une copie de mes dossiers scolaires et un courriel froid disant qu'ils espéraient que je ne serais pas trop difficile. Tante Marlène a imprimé ce courriel et l'a mis dans un dossier. À l'époque, je pensais qu'elle le gardait parce qu'elle était en colère. Des années plus tard, j'ai compris qu'elle gardait une preuve. Elle était bibliothécaire scolaire à Asheville, en Caroline du Nord. Et elle a remarqué quelque chose que mes propres parents n'avaient jamais pris la peine de voir. Je n'étais pas stupide. J'étais épuisé. J'étais terrifié. J'essayais de lire des lettres qui bougeaient sur la page pendant que des adultes me punissaient de ne pas les attraper assez vite. Elle m'a fait passer des tests appropriés. Et pour la première fois de ma vie, quelqu'un m'a expliqué la dyslexie sans que cela ressemble à un crime. Oncle Peter était un infirmier d'urgence à la retraite, alors il a pris mon asthme au sérieux sans agir comme si mon corps était un inconvénient. Il a collé un plan d'action pour l'asthme à l'intérieur de l'armoire de la cuisine. Il m'a appris à utiliser mon inhalateur sans m'excuser. Il m'a dit que demander de l'air n'était pas de la faiblesse, c'était de la survie. Cette maison était plus petite que celle dont on m'avait chassé, mais elle semblait plus grande parce que personne à l'intérieur ne tenait les comptes. Si je lisais une page lentement, tante Marlène célébrait une page. Si je mélangeais les mots, elle me tendait des superpositions colorées et des livres audio au lieu d'insultes. Si j'avais une mauvaise journée respiratoire, oncle Peter déplaçait une chaise près de la fenêtre et s'asseyait avec moi jusqu'à ce que la panique passe. Peu à peu, les étiquettes que mes parents biologiques avaient pressées sur ma peau ont commencé à se détacher. Paresseuse, faible, embarrassante, pas assez intelligente. Ces mots n'ont pas disparu du jour au lendemain, mais ils ont cessé d'être la seule voix dans ma tête. À l'école, je n'étais toujours pas l'enfant qui finissait les tests en premier. Je n'étais toujours pas celle que les enseignants qualifiaient de brillante après la première semaine. Mais j'ai commencé à concevoir des affiches pour le club de théâtre. J'ai peint des toiles de fond. J'ai fait des dépliants pour la vente de livres de la bibliothèque. J'ai découvert que les formes, les couleurs et les histoires avaient un sens pour moi d'une manière que les fiches de travail n'avaient jamais eu. Pour la première fois, les adultes ne me demandaient pas de devenir une version plus petite de mon jumeau. Ils me demandaient ce que j'aimais. Nolan, mon frère jumeau, a trouvé des moyens de me joindre aussi. Au début, c'était par de courts courriels depuis un ordinateur de l'école quand nos parents étaient occupés. Il a écrit qu'il était désolé.
Il a écrit que je lui manquais. Il a écrit que la maison semblait plus calme mais pas mieux. Je ne savais pas comment lui répondre au début parce qu'une partie de moi détestait qu'il ait été choisi et une autre partie savait qu'il n'avait été qu'un enfant aussi. Finalement, j'ai répondu. Puis j'ai écrit à nouveau. Nos messages sont devenus un pont ténu entre la vie que j'avais perdue et la vie que je construisais. Il n'a jamais essayé de défendre ce qu'ils avaient fait, ce qui était important. À 14 ans, j'avais arrêté d'attendre à la fenêtre. À 16 ans, je ne sursautais plus chaque fois qu'une voiture ralentissait devant la maison. À 17 ans, je pouvais dire la phrase à voix haute sans pleurer. Mes parents m'ont abandonné, non pas parce que j'étais sans valeur, mais parce que m'aimer exigeait une patience qu'ils n'avaient pas. Tante Marlène a gardé la note qu'ils m'ont laissée dans le même dossier que le courriel, les formulaires scolaires et les papiers médicaux. Prenez en soin. 3 mots qui prouvaient qu'ils n'avaient pas vu une fille debout sur ce porche. Ils avaient vu un problème. Je me suis promis que je ne jetterais jamais cette note. Non pas parce que je voulais vivre dans la douleur pour toujours, mais parce qu'un jour, s'ils essayaient de réécrire l'histoire, je voulais que la vérité ait une écriture. J'ai grandi même s'ils ne sont pas restés pour le voir. C'est la partie que les gens comme mes parents biologiques ne comprennent jamais. Quand ils vous jettent, ils imaginent que votre vie s'arrête au moment où ils partent. Ils vous imaginent figé dans la version de vous-même qu'ils ont rejetée. Toujours petit, toujours dans le besoin, toujours en attente qu'ils décident que vous valez la peine d'être aimé. Mais la vie a continué. J'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires avec des notes décentes, pas parfaites. Et j'étais plus fier de ce diplôme que de n'importe quel trophée que j'avais jamais vu dans la chambre de Nolan. Je suis allé à l'université pour l'illustration et la communication visuelle. Et j'ai appris à transformer la façon dont mon cerveau fonctionnait en quelque chose d'utile. À la fin de la vingtaine, je possédais un petit studio à Asheville qui créait des supports d'apprentissage illustrés pour les enfants atteints de dyslexie, de TDAH, de retard de la parole et d'autres difficultés d'apprentissage. Mes clients n'étaient pas de grandes entreprises au début. C'étaient des écoles locales, des thérapeutes pour enfants, des bibliothèques et des parents qui pleuraient en voyant leurs enfants comprendre enfin une leçon parce que les mots étaient associés à des images. J'ai construit cette entreprise lentement, un projet à la fois. J'ai fait des erreurs. J'ai manqué des échéances lorsque mon asthme s'est aggravé. J'ai dû apprendre les contrats, les impôts, les appels de clients et comment parler avec confiance dans les réunions sans entendre la voix de ma mère me dire que j'avais l'air lente. Mais je l'ai construite. Personne ne me l'a donnée. Personne ne m'a sauvé pour réussir. Ils m'ont aimé jusqu'à ce que je puisse me tenir debout. Et puis j'ai appris à marcher. J'ai rencontré Caleb Reed alors que j'aidais à réaménager le coin des enfants d'une bibliothèque communautaire après une inondation. Il faisait du bénévolat le week-end, réparant des étagères et prenant des photos des progrès pour le bulletin municipal. Il ne m'a jamais traité comme une histoire triste. Il posait des questions sur mes croquis. Il m'apportait du café quand j'oubliais de déjeuner. Il a appris à reconnaître le son de ma respiration quand je cachais une crise d'asthme. Et il ne m'a jamais fait sentir dramatique d'avoir besoin d'aide. Nous nous sommes mariés dans le jardin de tante Marlène sous des guirlandes lumineuses, avec oncle Peter pleurant avant même que j'atteigne l'hôtel. Nolan se tenait à mes côtés, non pas parce que la tradition le permettait, mais parce qu'il avait gagné sa place là. Mes parents biologiques n'étaient pas invités. Ils ne savaient pas que je me mariais. Ils ne savaient pas que 5 ans plus tard, Caleb et moi avons acheté une modeste maison bleue avec une véranda que j'ai transformée en studio. Ils ne savaient pas qu'il y a 1 an, j'ai donné naissance à notre fille Nora. Ils ne savaient pas que la première fois que je l'ai tenue dans mes bras, j'ai fait une promesse si profonde qu'elle ressemblait à un second battement de cœur. Elle n'aurait jamais à mériter l'amour en étant facile. Elle ne serait jamais mesurée par rapport à un autre enfant et jugée jetable. À peu près au même moment où Nora apprenait à ramper, la vie de Nolan devenait plus compliquée. Il était devenu exactement ce que nos parents l'avaient conçu pour devenir, réussi, raffiné, impressionnant et fatigué. Il était directeur de produits chez Bright Mind Lab, l'entreprise de technologie éducative que nos parents avaient fondée après avoir quitté leurs anciennes carrières. L'entreprise vendait des programmes basés sur l'idée que chaque enfant avait un potentiel caché. Leur site web était rempli de couleurs douces, d'élèves souriants et de phrases sur la compassion. Chaque fois que je voyais une de leurs publicités, quelque chose de froid me parcourait. Les mêmes personnes qui avaient abandonné un enfant dyslexique gagnaient maintenant de l'argent en disant aux écoles qu'elles croyaient en chaque enfant.
Nolan m'a dit qu'il préparait une grande campagne et le voulait sur scène avec eux lors d'une conférence nationale sur l'éducation. Il a dit qu'ils avaient commencé à poser des questions sur moi, pas des questions affectueuses, des questions d'image. Étais-je stable? Étais-je marié? Serais-je difficile si quelqu'un mentionnait la fille jumelle manquante? Puis un après-midi, j'ai ouvert LinkedIn et j'ai vu un message de Diane Walker, ma mère biologique. Il disait, nous devrions renouer, Grace. La famille, c'est pour toujours. Quelques minutes plus tard, Victor Walker, mon père biologique, a envoyé un autre message. Ta mère et moi pensons qu'assez de temps a passé. Nous aimerions te rendre visite. C'était tout. Pas d'excuses, pas d'explications, aucune mention du Porsche, de la pluie, de la valise, des dossiers d'hôpital ou de la note. Assez de temps avait passé. Comme si le temps était une serpillière qu'ils pouvaient passer sur le sol pour effacer ce qu'ils avaient fait. J'ai regardé ces messages pendant longtemps et j'ai failli les supprimer. Puis j'ai regardé de l'autre côté de la pièce Nora qui dormait dans son parc, en sécurité et au chaud sous une couverture jaune que tante Marlène avait tricotée. J'ai pensé à la façon dont mes parents m'avaient vu pour la dernière fois, comme un fardeau. J'ai pensé à la vie qu'ils supposaient que je ne pourrais jamais construire. Alors j'ai répondu par une seule phrase. La première fête d'anniversaire de Nora est samedi. Si vous voulez voir ma vie, venez la voir là-bas. Ils sont arrivés avec 10 minutes de retard, ce qui semblait en quelque sorte tout à fait juste. Diane est montée sur mon Porsche vêtue d'un blazer crème et du genre de sourire prudent que les gens utilisent lorsqu'ils s'attendent à être pardonnés gratuitement. Victor se tenait à côté d'elle avec un sac cadeau dans une main, regardant mon quartier comme s'il essayait de décider s'il était assez impressionnant pour être respecté. Pendant une seconde, quand j'ai ouvert la porte, j'avais de nouveau 10 ans. Ma poitrine s'est serrée. Mes doigts sont devenus froids. Je pouvais presque sentir une pluie qui n'était pas là. Puis Nora a ri depuis le salon et le son m'a ramené au présent. Je n'étais plus sur leur Porsche. Ils étaient sur le mien. Je les ai invités à entrer. Leurs yeux ont tout parcouru. Les illustrations encadrées sur les murs. Les étagères de livres pour enfants sur lesquels j'avais travaillé. Les photos de Caleb et moi tenant Nora à l'hôpital. La photo de tante Marlène et oncle Peter debout à nos côtés à notre mariage. Le sourire de Diane a vacillé quand elle a vu celle-là. La mâchoire de Victor s'est crispée quand il a vu Nolan de l'autre côté de la pièce tenant Nora sur sa hanche comme s'il était à sa place. Il était à sa place. C'était le problème pour eux. La pièce était pleine de gens qui me connaissaient tel que j'étais, pas comme la version qu'ils avaient rejetée. Quelques clients d'école locale étaient là. Nos voisins étaient là. La sœur de Caleb coupait des fruits dans la cuisine. Tante Marlène avait fait des cupcakes avec de minuscules décorations de livres peints parce qu'elle savait que Nora aimait mâcher des livres cartonnés plus que n'importe quel jouet. Oncle Peter se promenait avec un appareil photo, disant à tout le monde que sa petite fille était clairement le plus beau bébé de Caroline du Nord. Diane l'a entendu dire petite fille et s'est avancée trop vite. Elle a tendu la main vers Nora et a dit, viens ici, ma chérie. Laisse grand-mère te prendre. Nora a tourné son visage vers l'épaule de Nolan. Je n'ai pas bougé. J'ai seulement dit qu'elle a déjà des grands-parents qu'elle connaît. La pièce est devenue assez silencieuse pour que j'entende le bourdonnement du réfrigérateur. Diane a baissé les mains. Victor m'a jeté un regard qui m'aurait terrifié quand j'étais enfant. Cela ne m'a rien fait maintenant, sauf confirmer qu'il n'avait pas changé. Caleb est venu à côté de moi et a posé doucement sa main sur mon dos, non pas pour me maintenir en place, mais pour me rappeler que je n'étais pas la seule. Nous nous sommes déplacés pendant la fête avec une étrange politesse acérée. Mes parents biologiques ont essayé de poser des questions qui semblaient bienveillantes mais qui ressemblaient à un entretien. Alors, c'est ton travail, a demandé Diane en touchant une de mes illustrations encadrées. Les enfants avec des problèmes de lecture, n'est-ce pas? C'est plein de sens. J'ai souri et j'ai dit, oui, les enfants comme moi. Elle a retiré sa main comme si le cadre l'avait brûlé. Victor a demandé à Caleb ce qu'il faisait, puis a semblé surpris quand Caleb a répondu avec confiance au lieu d'insécurité. Ils ont regardé ma maison, mon mari, ma fille, mon entreprise et le cercle de personnes autour de moi, et j'ai vu la vérité s'installer sur eux par morceaux. Je ne m'étais pas effondré sans eux. Je n'avais pas passé 20 ans à supplier l'univers de les renvoyer. J'avais été aimé. On m'avait instruite.
J'étais devenue une femme qu'il ne pouvait pas plaindre sans avoir l'air ridicule. Quand ce fut le moment du gâteau de Nora, tout le monde s'est rassemblé près de la table à manger. J'ai soulevé ma fille dans mes bras, j'ai embrassé sa joue douce et j'ai remercié tout le monde d'être venu. J'ai dit que sa première année m'avait appris à quel point un enfant dépend des gens qui l'entourent pour se sentir en sécurité. Puis j'ai regardé tante Marlène et oncle Peter. Je les ai remerciés d'avoir ouvert leur porte à une petite fille effrayée avec une valise et un dossier médical. J'ai remercié tante Marlène de m'avoir appris que lire lentement ne signifiait pas penser lentement. J'ai remercié oncle Peter pour chaque traitement respiratoire de minuit, chaque visite chez le médecin, chaque voix calme quand je pensais que mes poumons allaient me lâcher. Tante Marlène a commencé à pleurer. Oncle Peter a fait semblant d'avoir quelque chose dans l'œil. Puis j'ai remercié Caleb de m'aimer sans me faire passer d'audition pour cela. J'ai remercié Nolan d'être resté connecté alors qu'il aurait été plus facile de profiter d'être l'enfant choisi et d'oublier celui qui avait été renvoyé. Nolan a baissé la tête et j'ai vu ses épaules trembler une fois. Je n'ai pas remercié Diane. Je n'ai pas remercié Victor. Leurs noms n'ont jamais touché mon discours. Quand j'ai fini, le visage de Diane était devenu pâle sous son maquillage. Victor ressemblait à un homme qui était entré dans un tribunal sans réaliser qu'il était l'accusé. Puis je me suis tourné vers eux et j'ai dit, pour ceux qui ne les ont pas rencontrés, ce sont mes parents biologiques, et cette pièce est ma vraie famille. Diane a fait un bruit comme si elle avait été giflée. Victor a attrapé son coude, mais elle s'est dégagée et est sortie par la porte d'entrée. Il l'a suivie sans dire au revoir. La fête a continué, mais l'air avait changé. Certaines personnes m'ont serré dans leurs bras. D'autres ont fait semblant de ne pas remarquer le drame parce qu'ils étaient gentils. Caleb m'a demandé si j'allais bien, et je lui ai dit la vérité. Je ne savais pas. Une partie de moi se sentait coupable de l'avoir dit devant tout le monde. Une autre partie de moi avait l'impression que la fillette de 10 ans sur le porche avait enfin eu le droit de parler. Je pensais que ce serait la fin. Je pensais qu'il disparaîtrait à nouveau, blessé, mais silencieux. J'aurais dû mieux savoir. Les gens qui abandonnent leurs enfants et se considèrent encore comme des victimes ne disparaissent pas tranquillement. 3 jours après l'anniversaire de Nora, mon téléphone s'est mis à vibrer tellement que j'ai cru qu'il était arrivé quelque chose à Caleb. J'étais dans le studio en train d'essayer de finir un jeu de cartes de lecture illustré pour une orthophoniste quand le premier message est venu d'un directeur d'école avec qui je travaillais. Grace, je suis désolé de te déranger, mais est-ce que ça va? Puis un autre d'un directeur de bibliothèque. Puis un du collègue de Caleb, puis un d'un client à qui je n'avais parlé que 2 fois. Mon estomac s'est noué avant même d'ouvrir les réseaux sociaux. Je savais que je ne connaissais pas encore les détails, mais je connaissais la forme que ça prenait. Diane avait écrit un long message sur Facebook et l'avait copié sur LinkedIn. Victor l'avait partagé avec un paragraphe plus froid et plus professionnel sur l'aliénation familiale et les enfants adultes qui utilisent leurs petits-enfants comme des armes. Ils se sont dépeints comme des parents vieillissants qui avaient essayé de réparer un malentendu douloureux pour être ensuite humiliés par une fille instable et amère devant des étrangers. Diane a écrit qu'elle avait passé des années à me pleurer. Victor a écrit que certaines personnes choisissent le ressentiment parce que la responsabilité est trop difficile. Ils ont identifié la page de mon studio, 3 administrateurs scolaires qui m'avaient embauché, 2 directeurs d'organisation à but non lucratif, et d'une manière ou d'une autre, le compte professionnel de Caleb. Ils n'ont pas identifié Nolan. Cela m'a tout dit. Ce n'étaient pas des parents blessés qui se défoulaient en ligne. C'étaient des stratèges. Ils visaient ma réputation, mes revenus et la paix de mon mari. Pendant quelques minutes, je ne pouvais plus respirer, et pas à cause de mon asthme. Je me suis assise par terre dans mon studio, le dos contre l'armoire, tenant mon inhalateur dans une main et mon téléphone dans l'autre. J'avais de nouveau 10 ans, on me disait que j'avais fait honte à la famille. Puis, Caleb est rentré plus tôt parce qu'un de ses collègues lui avait montré le message. Il m'a trouvé avant que je puisse me convaincre que j'allais bien. Il ne m'a pas demandé ce que je voulais faire tout de suite. Il s'est assis à côté de moi, m'a donné de l'eau et a dit « Nous ne les laisserons pas te rabaisser à nouveau ». Tante Marlène est arrivée 20 minutes plus tard avec oncle Peter et le vieux dossier bleu. Je savais ce qu'il y avait à l'intérieur avant qu'elle ne l'ouvre. La note, les courriels, les formulaires de transfert scolaire, une copie des instructions médicales qu'ils avaient laissées, le message imprimé où Victor avait écrit que je serais mieux dans un endroit moins exigeant. La phrase de Diane disant qu'ils devaient concentrer leurs ressources sur l'enfant qui avait un réel potentiel.
J'en avais vu une partie auparavant, mais jamais tout en même temps. Ça faisait mal d'une manière propre, comme une blessure qu'on nettoie. Nolan a appelé pendant que nous regardions les papiers. Sa voix tremblait de colère. Il a dit qu'il en avait plus. Des années plus tôt, nos parents avaient envoyé des courriels à un consultant privé lors de la création de Bright Mind Lab, se vantant de la façon dont leur philosophie parentale avait produit un fils doué. Dans un message, Diane m'avait qualifié de complications familiales qu'ils avaient retirées du foyer. Retirées comme de la moisissure, comme des ordures, comme une erreur dans une feuille de calcul. Nolan m'a tout transféré et a dit, utilise mon nom. J'en ai assez de les laisser se cacher derrière moi. Je ne voulais pas écrire un message hurlant. Je ne voulais pas supplier des étrangers de me croire. Alors, j'ai écrit calmement parce que la vérité n'avait pas besoin de décoration. J'ai expliqué que j'avais été abandonné à 10 ans parce que j'avais de l'asthme et de la dyslexie et parce que mes parents croyaient que mon frère jumeau valait plus la peine d'être élevé. J'ai expliqué qu'ils m'avaient laissé chez des parents avec une note qui disait « Prenez en soin ». J'ai expliqué qu'ils m'avaient contacté après 20 ans sans excuse. Puis avait attaqué mon entreprise et le lieu de travail de mon mari après que j'ai refusé de prétendre que nous étions une famille aimante. J'ai joint la note, les registres de transfert avec les dates et un courriel expurgé. Puis j'ai écrit une dernière phrase. Les fondateurs de Bright Mind Lab ont construit une marque autour de la croyance en chaque enfant. Mais quand leur propre enfant a eu besoin de soutien, ils ont choisi l'image plutôt que l'amour. Je l'ai posté sous le message de Diane, sous le message de Victor et sur la page de mon studio. Puis Nolan l'a partagé. C'est là que tout a changé. Une enseignante avec qui j'avais travaillé a partagé ma déclaration et a écrit que mes matériaux avaient aidé ses élèves à se sentir intelligents pour la première fois. Une orthophoniste l'a partagé. Une bibliothécaire l'a partagé. Des parents d'enfants dyslexiques ont commencé à commenter sur le danger que représentent les adultes qui confondent les différences d'apprentissage avec l'échec. Le soir, l'histoire n'était plus un potin de famille. C'était une contradiction publique siégeant directement sous la marque professionnelle de mes parents. Diane a essayé de modifier son message, mais des captures d'écran s'étaient déjà répandues. Victor a supprimé plusieurs commentaires, ce qui n'a fait que rendre les gens plus en colère. La page de l'entreprise Bright Mind Lab a commencé à se remplir de questions. Comment une entreprise pouvait-elle prétendre soutenir les apprenants neurodiversifiés alors que ses fondateurs avaient abandonné leur propre fille dyslexique ? Utilisait-il un langage inclusif comme marketing tout en pratiquant la cruauté à la maison ? Pour la première fois de ma vie, mes parents ne pouvaient pas m'envoyer ailleurs pour faire disparaître le problème. Le problème avait une voix maintenant, et la voix avait des preuves. Victor m'a appelé à 7 heures le lendemain matin. J'ai laissé le message sur la boîte vocale. Puis Diane a appelé, puis Victor à nouveau, puis un numéro que je ne reconnaissais pas, qui s'est avéré être quelqu'un de l'équipe de communication de Bright Mind Lab demandant si je serais disposé à avoir une conversation privée avant que la situation ne devienne plus préjudiciable. J'ai presque ri. Plus préjudiciable. Pas plus honnête, pas plus douloureux. Pas plus honteux. Plus préjudiciable. Caleb a écouté le message vocal avec moi et son expression s'est durcie d'une manière que j'avais rarement vue. Il a dit une chose. Il te traite toujours comme un problème de relations publiques. À midi, mes parents ont envoyé un courriel. Il ne commençait pas par « je suis désolé ». Il commençait par « agresse ». Cela a assez duré. Ils exigeaient que je supprime mon message, que je m'excuse d'avoir trompé les gens et que je précise que j'avais été placé chez des parents pour mon propre bien. Ils ont écrit que si je continuais cette campagne, je ne leur laisserais d'autre choix que de poursuivre des options légales. À la fin, Diane a ajouté une phrase qui prouvait qu'elle ne me connaissait toujours pas. Réfléchis bien avant de détruire la seule famille qu'il te reste. J'ai répondu avec 4 lignes. Vous n'êtes pas la seule famille qu'il me reste. Vous êtes la première famille qui m'a quitté. Je ne mentirai pas pour protéger votre réputation. Ne me contactez plus, sauf par l'intermédiaire d'un avocat. Puis je les ai bloqués. Cet après-midi-là, Nolan a fait ce que je ne m'attendais jamais à ce qu'il fasse si publiquement. Il est entré au siège de Bright Mind Lab, a demandé une réunion d'urgence avec l'équipe de direction et a démissionné de la campagne que ses parents avaient construite autour de lui. Il a refusé d'apparaître à la conférence nationale sur l'éducation. Il a refusé d'être photographié pour l'article sur l'héritage familial. Il a refusé d'hériter de la direction de l'entreprise sous l'histoire qu'ils avaient créée.
Puis il a publié sa propre déclaration. Elle était courte, mais elle a frappé plus fort que la mienne parce qu'il était l'enfant qu'ils avaient choisi. Il a écrit que sa sœur n'avait pas été difficile, défectueuse ou malhonnête. Elle avait été une enfant malade avec un trouble d'apprentissage qui avait besoin de soutien. Il a écrit qu'il avait bénéficié d'être favorisé, mais qu'il ne permettrait pas que ce favoritisme soit utilisé comme preuve de bonne parentalité. Il a écrit que toute entreprise prétendant servir des étudiants vulnérables devrait être dirigée par des personnes prêtes à dire la vérité sur la façon dont elles ont traité l'un d'entre eux. Je l'ai lu 3 fois et j'ai pleuré plus fort à chaque fois, non pas parce que cela réparait le passé. Rien ne le pouvait. Mais parce que la petite fille qui avait regardé son frère rester dans la maison pendant qu'elle était renvoyée l'a finalement entendu dire devant tout le monde que ce qui s'était passé était mal. Les retombées n'ont pas été instantanées comme dans un film dramatique. Leur manoir n'a pas disparu. Leurs comptes en banque ne se sont pas vidés du jour au lendemain. Mais les dégâts ont atterri exactement là où cela comptait pour eux. Un district scolaire a suspendu un programme pilote avec Bright Mind Lab en attente d'un examen éthique. Une organisation à but non lucratif a retiré Diane comme conférencière principale pour un événement de collecte de fonds sur l'éducation inclusive. Plusieurs employés ont écrit une lettre interne demandant au conseil d'administration de répondre aux allégations avant de poursuivre la campagne. Les investisseurs n'aimaient pas le scandale attaché à une entreprise vendant la confiance aux parents et aux écoles. Le conseil a demandé à Victor de prendre un congé temporaire de ses fonctions publiques. Diane s'est retirée des apparitions médiatiques. Leur image de marque familiale parfaite s'est fissurée et chaque tentative de la couvrir n'a fait qu'élargir la fissure. 2 jours plus tard, ils ont supprimé les messages. Puis ils ont publié une déclaration disant qu'ils regrettaient qu'une affaire familiale privée ait causé de la douleur et de la distraction. Ce n'étaient pas des excuses. C'était un pansement posé sur une fenêtre brisée. Je n'ai pas répondu au début, mais des journalistes d'un petit blog sur l'éducation ont commencé à m'envoyer des courriels, et des clients me demandaient si je voulais faire une déclaration. J'ai posté une fois, des excuses écrites pour protéger une réputation ne sont pas la même chose que des remords. Je ne discuterai pas de mon enfance pour le divertissement, mais je défendrai toujours les enfants qui apprennent différemment des adultes qui les appellent inférieurs. Ce fut la dernière chose que j'ai dite publiquement. Diane a essayé de joindre Nolan, mais il l'avait bloqué aussi. Victor lui a envoyé un message par l'intermédiaire d'un avocat de l'entreprise l'avertissant de la confidentialité et de la loyauté. Nolan a répondu par l'intermédiaire de son propre avocat et a démissionné complètement de l'entreprise. C'est la partie qui les a brisés. Selon un cousin qui entendait encore des nouvelles de la famille, ce n'était pas la perte du discours, pas la perte de la campagne, pas les commentaires en colère. Nolan, le fils qu'ils avaient gardé, la preuve qu'ils pensaient justifierait chaque choix cruel. Il a tourné le dos au trône qu'ils avaient construit pour lui parce que le trône était assis sur mon enfance. Pendant 20 ans, ils ont cru que le choisir plutôt que moi avait été l'investissement intelligent. À la fin, ils nous ont perdus tous les deux. Non pas parce que nous voulions nous venger, mais parce qu'ils ont pris le silence pour une permission. Après que tout se soit calmé, les gens s'attendaient à ce que je me sente triomphante tout le temps. Certains jours, je l'étais. Je mentirais si je disais qu'il n'y avait aucune satisfaction à voir mes parents biologiques faire enfin face à des conséquences dont ils ne pouvaient pas se sortir en parlant. Ils avaient passé des années à m'apprendre que les apparences comptaient plus que la vérité. Et puis la vérité est devenue la seule chose à laquelle leurs apparences ne pouvaient pas survivre. Mais la vengeance, même une vengeance propre, ne borde pas votre enfant dans son lit. Elle ne termine pas votre travail. Elle ne guérit pas votre système nerveux du jour au lendemain. Après que le message a été retiré et que la déclaration a cessé, j'avais toujours une fille d'1 an qui avait besoin de petit déjeuner, de pyjama propre et de berceuse. J'avais toujours des clients qui attendaient des illustrations. J'avais toujours des contrôles d'asthme, des listes de courses et un mari qui avait porté ma douleur avec moi, même quand je ne savais pas à quel point elle était lourde. Alors, j'ai fait un choix. Je n'ai pas poursuivi mes parents davantage. Je n'ai pas intenté de procès une fois qu'ils ont cessé de contacter mes clients. Je n'ai pas donné d'interview sur chaque détail de mon enfance. J'avais déjà repris la seule chose dont j'avais besoin, la vérité. J'ai envoyé une dernière lettre par l'intermédiaire d'un avocat. Victor et Diane n'étaient pas autorisés à utiliser mon nom, le nom de Nora, le nom de Caleb ou le nom de Nolan dans toute campagne publique, interview, discours ou matériel d'entreprise. Ils n'étaient pas autorisés à contacter mes clients.
Il n'était pas autorisé à venir chez moi. Il n'était pas autorisé à rencontrer ma fille. S'il voulait s'excuser, il pouvait l'écrire et l'envoyer par les canaux appropriés. Mais le pardon ne serait pas promis comme une récompense pour avoir enfin dit des mots qu'ils auraient dû dire 20 ans plus tôt. Certaines personnes ont qualifié cela de froid. J'appelle cela être parent. Nora ne sera jamais confiée à des gens qui croient que l'amour est quelque chose qu'un enfant gagne en étant impressionnant. Nolan a déménagé à Asheville 6 mois plus tard. Pas dans ma maison, pas dans mon mariage, pas dans une fin de conte de fées parfaite, mais assez près pour que nous puissions avoir des dîners du dimanche et des conversations de guérison maladroite et apprendre à être frères et sœurs sans que nos parents se tiennent entre nous. Il a commencé à conseiller de plus petits projets éducatifs, en particulier ceux pour les étudiants qui étaient généralement ignorés par les systèmes traditionnels. J'ai également agrandi mon studio. Avec tante Marlène, j'ai commencé un atelier mensuel gratuit à la bibliothèque pour les parents d'enfants atteints de dyslexie et de troubles du traitement. Nous leur avons appris à utiliser des emplois du temps visuel, un soutien audio, des routines de lecture patientée, surtout, un meilleur langage, car les mots comptent. Un enfant qui entend « Je suis déçu de toi » chaque jour portera cette phrase comme un sac à dos rempli de pierres. Un enfant qui entend « Ton cerveau fonctionne différemment et nous pouvons apprendre avec lui au lieu de contre lui » se tiendra plus droit même lorsque le monde est méchant. C'est devenu la leçon que je voulais que mon histoire laisse derrière elle. Les enfants ne sont pas des investissements. Ils ne sont pas des trophées. Ils ne sont pas des projets ratés quand ils tombent malades, ont des difficultés à l'école ou grandissent plus lentement qu'un frère ou une sœur. L'éducation ne se résume pas aux notes et aux récompenses. La véritable éducation apprend aux adultes à voir clairement les enfants avant de les endommager avec des étiquettes négligentes. La connaissance précieuse n'est pas seulement de savoir lire tôt, de résoudre des équations rapidement ou de créer une entreprise prospère. La connaissance précieuse, c'est de comprendre que la valeur d'un enfant ne se mesure pas à sa commodité. Mes parents biologiques m'ont un jour laissé à une porte avec une note qui disait « Prenez en soin ». Ils n'ont jamais compris que tante Marlène et oncle Peter ont fait exactement cela. Ils ont pris soin de l'enfant effrayé. Caleb a pris soin de la femme qui apprenait à faire confiance à l'amour. Nolan a pris soin de la vérité quand elle a finalement compté. Et maintenant, je prends soin de Nora en m'assurant que le cycle se termine avec moi. Je ne sais pas si je pardonnerai un jour complètement à Victor et Diane. Peut-être qu'un jour le pardon deviendra quelque chose de calme en moi. Peut-être pas. Mais je sais ceci. Les limites ne sont pas de l'amertume. Les limites sont la façon dont nous enseignons à la prochaine génération que l'amour doit être sûr. Alors, si les personnes qui vous ont brisé revenaient seulement après que vous soyez devenus utiles à leur image, ouvririez-vous la porte en grand ou protégeriez-vous le foyer que vous avez construit sans eux? Merci d'avoir atteint la fin de cette histoire émouvante. Il s'agit d'un récit fictif créé uniquement pour la narration dramatique, le divertissement et la réflexion éducative. Nous espérons qu'il vous rappelle que les personnes qui ignorent votre douleur, méprisent vos sentiments et vous traitent comme un objet jetable ne devraient pas être autorisées à contrôler la direction de votre avenir.